ce qui s'est installé dans la classe politique. C'est une classe politique qui est devenue totalement autiste. Les gens n'entendaient plus ce qui se disait autour d'eux. Et c'est pour ça que 2 ans, ils n'ont pas vu ces 2 rapports. Donc nous, on a dit, ça c'est au point de départ. Mais on ne dit pas que c'est le Coran, les rapports. Parce qu'on dit ce qui nous plaît dans ça, c'est la démarche. C'est la démarche qui est à la fois rationaliste, puisqu'on parle d'un savoir produit rationnellement sur notre société. Donc on se libère du discours traditionnel qui nous a bloqués depuis des années, depuis des siècles. Et là, une petite parenthèse, si vous permettez, qui est pour moi très important. Le mouvement des réformes au Maroc. C'est un mouvement qui a été combattu le plus longtemps par les intellectuels marocains et non pas par d'autres forces. C'est l'intelligentsia marocaine au cours du 19e siècle et toute une partie du 20e siècle qui a résisté à toutes les tentatives de réformer la société en se cramponnant sur une espèce d'orthodoxie musulmane en disant que seuls les fuqaha pouvaient édicter des fatwas pour réformer l'impôt, etc. Vous savez que Hassan Fourier luttait contre les ulama de la Tarouille, il ne voulait pas, il faisait la grève de la fatwa. Alors que lui, il avait besoin de réformer le système fiscal marocain. Donc ce n'est pas, la résistance ne vient pas de ce que l'on croit. Il a fallu tout un processus d'ouverture pour que l'on ait maintenant une intelligentsia capable de porter le travail des réformes. À tel point que quelqu'un a repris pour son compte au Maroc la question posée par un sociologue français, a-t-on besoin de réformer les choses, ou de penser la réforme, ou de réformer la pensée? Et au Maroc, le besoin qu'on avait, c'était d'abord de réformer la pensée. Et ça a pris du temps. Donc, je ferme cette parenthèse pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on attend de nous? En fait, ce n'est pas du prosélytisme. Et jamais notre démarche n'a été une démarche de prosélytisme. On ne va pas faire du recrutement. On vient proposer une méthode de dialogue, une méthode de débat. Et on fait confiance aux gens. Et on ne vient pas parce qu'on a posé quels sont vos programmes pour les 6 ans à venir et les 30 ans à venir. On n'a pas dans nos tiroirs personne aujourd'hui, que ce soit la Banque mondiale, ou le PNUD, ou le Fonds monétaire, personne ne peut disposer d'une batterie de réformes. Il y a une démarche. Et cette démarche repose sur une vérité simple. Il faut que les bénéficiaires de n'importe quelle politique soient associés à la production de cette politique, à la réalisation de cette politique, au contrôle de cette politique. Donc nous, on ne vient pas avec des programmes. On n'a pas fait appel à des chercheurs, à des techniciens pour leur dire, bon, dites-nous comment réformer. On sait comment réformer l'école. Mais si les gens ne s'intéressent pas, une des conditions que pose le ministre chaque fois qu'il sillonne du Maroc, il dit il faut que ce soit cessons de voir la chose comme étant une affaire d'État. Tant qu'on dit que l'école n'est pas notre affaire à nous, elle ne sera pas réformée. Donc, nous sommes confiants, nous ne venons pas avec une batterie de réforme, avec de programmes tout faits dans des laboratoires ou chez des experts nationaux ou internationaux. Nous venons avec notre méthodologie qui repose sur la confiance en nous-mêmes et sur la confiance marocaine. Donc, notre débat, c'est tout simplement de contribuer à renforcer cette confiance et à dire que nous avons une occasion historique à saisir pour notre pays. Nous avons une occasion historique pour nous engager, pour dire que nous sommes tous partie prenante du travail de réforme nécessaire pour notre société. C'est ça, et chacun pourra apporter de sa contribution, ses idées propres, adapter la réflexion aux réalités. Et le Maroc est outillé pour ça. Je crois que ce n'est pas devant vous que je vais avoir besoin de le répéter. Quand on voit, tout à l'heure, Monsieur le Président avait évoqué le nombre d'étudiants inscrits dans cette université, on a maintenant des étudiants marocains dans toutes les universités du monde et dans toutes les branches du savoir. Il s'agit tout simplement qu'on établisse les cadres adéquats pour pouvoir les écouter, parler entre nous et avoir l'humilité suffisante pour nous écouter, pour dire que nous ne détenons pas la science infuse, nous ne sommes pas de grands leaders révolutionnaires qui vont changer la société et qui savent. Non, nous ne sommes pas le démembrement d'une internationale qui a toute la vérité sur le monde et qui sait ce que sera l'avenir de l'humanité. C'est fini tout ça. Malheureusement, ou peut-être heureusement, et notre mouvement s'inscrit en partie
dans la rupture avec cette façon de voir la manière de l'humanité. Merci. Je veux d'abord parler de LTD et de femmes. Au sein du LTD, on vient de créer l'observatoire des élections, de tout le processus des élections jusqu'au mois de septembre. Et cet observatoire est constitué des militantes du LTD qui sont partis politiques divers et qui vont, pendant ces mois, travailler pour l'élaboration d'un rapport avant les élections, avant le 12 juin, et un rapport. Et le rapport qui va être élaboré avant le 12 juin, c'est pour vraiment exposer quelle place a été donnée par les partis politiques aux femmes sur les listes. Est-ce que les 12% ont été respectés ou pas? Et on doit rendre public ce rapport. Et ça, c'est pour aussi pénaliser ceux qui écartent les femmes du pouvoir, des partis politiques. Et là, on a beaucoup parlé de... Alors, il y a des partis qui sont représentés par le biais de leurs militantes, que ce soit le PAR, que ce soit d'autres, si les partis ne respectent pas, on va vraiment rendre public ce rapport juste avant les élections. Pourquoi? Parce que nous nous considérons comme un mouvement de société et qui doit défendre des valeurs et lorsqu'il revendique, il a une revendication, et il la défend vraiment sans parti prise pour ce parti ou pour un autre. Et ça, c'est pour prouver aussi notre indépendance. Ce qui est important. Je crois que la société civile doit être indépendante pour pouvoir faire avancer la société. Aussi, lorsqu'on parle de l'égalité des chances, lorsqu'on parle de la place des femmes, moi, vous allez m'excuser, de voir l'évolution des sociétés. La France, par exemple, même si on a eu la révolution de 1780, la révolution française de 1789, et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et 3 ans après, 1791, c'est Oled qui écrit la déclaration des droits de la femme et qui est guillotinée. 1944, le droit au vote. 1976, c'est toujours en France, le droit d'ouvrir un compte sans la permission du mari. Et après, toute la lutte pour la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort, jusqu'à 1980. 1989, c'est seulement en 1989 qu'un compte en Suisse accorde le droit de vote à la femme. Et lorsqu'on voit la grande charte, 13e siècle et le 18e siècle, seulement 3% des Anglais avaient le droit pour voter, avaient le droit de voter. Et lorsqu'on voit aussi que dans notre pays, en 1947, le roi Mohamed V donne la parole à sa fille publiquement. Je crois que c'est un combat, ce sont des luttes qu'il faut mener pour arriver vraiment à cette égalité de chance. Et je crois que c'est un combat qui continue et je crois que l'humanité, il y avait l'unicité de Dieu à un moment, et on va tous vers l'unicité de l'homme. D'ailleurs, on le voit et on le sent. On a quelquefois tendance à glorifier le passé, mais je crois que l'avenir est devant. De l'humanité est meilleur dans l'avenir.